Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique autour des élections? Les dictateurs africains qui observent le monde, qui réfléchissent à la meilleure façon de conserver le pouvoir, se sont rendus compte que la conservation du pouvoir est difficile lorsque leurs opposants les plus importants ont la possibilité de compétir avec eux lors de l'élection. Parce qu'il y a un phénomène qui s'est reproduit un peu partout en Afrique. Lorsque les opposants les plus importants de chaque pays ont participé aux élections, ce sont les crises électorales et les crises post-électorales. Quel que soit le pays que vous prenez, partout où on n'a pas empêché les principaux opposants de participer à l'élection, comme le pouvoir va truquer, comme le pouvoir va voler, comme le pouvoir va mentir sur le résultat, bien souvent ça donne une guerre électorale, une guerre post-électorale. Une crise électorale, une crise post-électorale. Et les crises électorales, les crises post-électorales ne fragilisent pas simplement le continent, elles fragilisent les pouvoirs qui y perdent énormément de leur légitimité et qui ont par la suite du mal à se retrouver sur leurs pieds. Alors, des dictateurs comme Ouattara, comme Macky Sall, des dictateurs comme Paul Biya au Cameroun, Sassou Nguesso au Congo, des autocrates comme Faure Gnassingbé au Togo, comme Patrice Talon au Bénin, ils ont profondément réfléchi à ce problème. Et ils se sont dit la meilleure façon de faire pour éviter d'affronter les opposants les plus importants lors des crises électorales, c'est de les exclure avant l'élection. C'est de faire que l'élection soit réservée au pouvoir et à des opposants battus d'avance. Je recommence pour que vous notiez bien. Je recommence pour que vous notiez bien la méthode qu'ils ont choisi d'adopter. Ils se sont rendus compte que quand ils laissent les opposants et leur parti aller jusqu'à se présenter à l'élection, c'est difficile vraiment de justifier la tricherie. Ça donne toujours une crise. Il y a des manifestations, il y a des répressions, il y a des emprisonnements, il y a des interventions internationales, il y a Amnesty qui écrit des communiqués, il y a Human Rights Watch qui dénonce. Il y a vraiment, le régime perd beaucoup de son image. Alors, ils ont décidé, en s'inspirant de leurs maîtres occidentaux, leurs maîtres néocoloniaux et impérialistes, ils ont décidé de procéder à un filtrage en amont. D'abord, en durcissant la loi sur les nationalités pour exclure une bonne partie des diasporas qui sont souvent opposés au régime au pouvoir. Ils ont fait ça. Mais ils sont allés plus loin, ils ont créé des conditionnalités supplémentaires pour être éligibles aux élections, notamment présidentielles. Vous allez remarquer que c'est ce que Talon a fait. C'est ce que Talon a fait au Bénin. C'est ce que Faure Gnassingbé a fait au Togo. C'est ce que Macky Sall avait fait au Sénégal. C'est ce que Biya a fait au Cameroun. Oui. Ils ont multiplié, ils ont corsé la loi sur les conditions d'éligibilité, en conditionnant notamment l'éligibilité à la présidence de la République à la détention d'un certain nombre de postes électifs à l'intérieur de l'appareil politique. Or, tous ces dictateurs ont veillé à ce que leurs opposants les plus importants, dans toute la mesure du possible, ne possèdent pas la représentation nationale nécessaire à la crédibilisation de leur candidature. Ne possèdent pas les parrainages nécessaires à la crédibilisation de leur candidature. Ils y ont veillé. Donc, en fait, ils ont créé un bouchon en aval du processus électoral. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Au lieu de laisser que la confrontation avec leurs opposants ait lieu à l'élection, ils ont décidé d'abord de créer des conditions qui fassent que l'opposant principal, un opposant majeur, ne soit même pas candidat. Ça donne la situation qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, qui est candidat à l'élection présidentielle, n'est ni dans la liste électorale, ni acceptable comme éligible. Parce qu'on sait que s'il faut affronter Gbagbo en octobre, ça va être difficile de dire qu'on l'a battu. S'il faut affronter Guillaume Soro en octobre, dans les urnes de la Côte d'Ivoire, ça va être difficile de dire qu'on l'a battu. Qui plus est, si on a Guillaume Soro et Laurent Gbagbo dès le premier tour face à Ouattara ou à un candidat de Ouattara, c'est sûr que l'opposition va être première. Donc, la stratégie d'Alassane Ouattara, c'est d'exclure par anticipation, c'est ce que j'appelle l'exclusion en amont, d'exclure ceux qui peuvent le battre. Mais c'est cette stratégie qu'utilise Talon. Il a foutu en prison tous ceux qui peuvent le battre. Jusqu'à un certain point, je demande à avoir plus de renseignements. Ça m'étonnerait parce que même en République centrafricaine, là, cette histoire où on accuse l'ancien Premier ministre Dondra d'avoir tenté
d'empoisonner le président Touadéra, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un montage des équipes de Touadéra pour empêcher Dondra d'être candidat en Centrafrique. Parce que c'est des histoires qui se ressemblent beaucoup. Regardez le montage que Patrice Talon a fabriqué au Bénin pour mettre ses principaux opposants en difficulté ou en prison. Il a attrapé son meilleur ami, Olivier Boko, qui voulait être candidat. Il l'a foutu en prison. Il lui a mis un coup d'état sur le dos. Regardez la méthode de Ouattara pour empêcher Guillaume Soro dans les listes électorales ou d'être candidat. Il lui fout un coup d'état sur le dos, condamnation à perpétuité. Cette méthode-là, c'est elle que Biya est en train d'utiliser au Cameroun. Et on a beau prévenir les Camerounais que c'est ce que Biya va faire cette fois-ci. Parce que Paul Biya a fait une analyse de ce qui s'est passé en 2018. Son principal opposant, en 2018, le professeur Maurice Kamto, est allé à l'élection et à l'issue de l'élection a voulu prouver sa victoire. Ce qui a provoqué une véritable crise électorale et post-électorale. Biya en a tiré une leçon. Il a changé la loi électorale en y mettant des conditions qui visent expressément Maurice Kamto et sans doute d'autres candidats qui peuvent le mettre en difficulté. Le but étant d'utiliser cette loi-là pour dire qu'il n'est pas éligible. Et maintenant, l'idée qu'il n'est pas éligible a été répétée par 2 ministres du régime qui disent le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto, n'est pas éligible. Il y a 2 ministres du RDPC, de Paul Biya, qui l'ont dit. Atangandji, qui est ministre de l'administration territoriale, et le ministre délégué à la justice, Momo Jean de Dieu, qui lui a publié sous le pseudonyme de Faux Zakotompouk sa démonstration que Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Mais si vous regardez beaucoup d'autres pays, vous allez vous rendre compte que dans presque tous les autres pays, et c'est ce que Macky Sall avait essayé. Macky Sall ne voulait pas que Sonko soit candidat. Il a tout fait pour que Sonko ne soit pas candidat. C'est ce qu'on appelle l'exclusion en amont. L'exclusion en amont. Donc cette méthode-là que j'ai observée ici en Occident, l'exclusion en amont en Occident, elle se fait par les sondages, elle se fait par les médias qui sélectionnent les candidats et les imposent à l'opinion. En Afrique, elle se fait par la manipulation de la loi. On crée un système de parrainage pas possible, inatteignable pour les opposants politiques, et ainsi, par définition, on les exclut de l'élection, et on ne laisse que ceux qui ne vont pas se plaindre, ceux qui vont accepter qu'ils ont perdu, et qui vont accepter éventuellement un partage des miettes du pouvoir. Voilà le phénomène que je vais vous décrire. Il faut que tout le monde, écoutant cette conférence, se rende compte que, en Afrique, les dictateurs ont décidé de régler le problème des élections, non plus par la fraude proclamée à la télé, après le vote, mais par l'exclusion par anticipation, non seulement d'une partie des électeurs, mais d'une partie des éligibles, d'une partie des candidats. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit qu'un pays comme le Cameroun, ou même un pays comme la Côte d'Ivoire, ne peut pas être libéré par les résultats qui seront proclamés par l'institution électorale. Parce que l'institution électorale étant à la botte du pouvoir, l'institution électorale ne donnera jamais un résultat qui soit favorable à l'opposition, même si c'est le cas dans les urnes. Quand on a pris acte que c'est l'exclusion en amont qui est pratiquée désormais en Afrique, et en imitation d'ailleurs des maîtres occidentaux de ces dictateurs, mais il faut aussi engager l'idée suivante. Si l'exclusion est pratiquée en amont, ça veut dire que la mobilisation doit avoir lieu quand? En amont. Tous les éléments de l'exclusion sont là. Alors pour nous, par exemple en Côte d'Ivoire, c'est très clair. Guillaume Kibafori Soro n'est pas dans la liste électorale, on ne veut pas qu'il soit éligible. Laurent Gbagbo n'est pas dans la liste électorale, on ne veut pas qu'il soit éligible. Mais comment on va obtenir qu'il soit dans la liste électorale ou qu'il soit éligible? Mais c'est par la mobilisation populaire. C'est par la lutte populaire.